Tu te rappelles la saison 3 de Code Lyoko? Oui, mais pas forcément bien. C'est une saison courte de transition entre la 2 et la 4. Elle a accentué certaines mauvaises tendances de la saison 2 pour l'humour, et ça donne plusieurs épisodes un peu... bêta. Ce qui, en dépit de tous les défauts de la saison 2 et de la répétitivité de la saison 1, n'est vraiment pas du tout typique de la série. Dans l'interview que nous avons réalisée en 2013, Jérôme Muscadet expliquait que la saison 3 était le résultat d'un compromis. Ils avaient le droit de faire toutes les innovations visuelles qu'ils voulaient pour la saison 4, et elles sont nombreuses, à condition de faire une saison 3 plus courte et moins ambitieuse, sans création visuelle. Le résultat, c'est ça. Ouais. Même avec cette explication, on a plutôt l'impression que la saison 3 a été écrite par quelqu'un qui ne connaissait la série que d'après un bref résumé écrit sur un post-it, et là réinterprété à sa sauce. Peut-être un collégien qui faisait son stage de 3ème chez Moonscoop. Et blague à part, sur le forum Code Lyoko où on s'est rencontré avec Chucky et Pesme, il y avait effectivement un membre qui a obtenu un stage de 3ème chez Moonscoop alors que les saisons 3 et 4 étaient en préparation. Il nous avait donné des infos secrètes sur la saison 3 et des prototypes des nouveaux costumes des héros pour la saison 4. Constatez qu'ils ne sont pas identiques au design définitif. Regardez les griffes de Hot par exemple. Et donc il avait chippé ça dans l'ordinateur de son maître de stage. Il s'est fait virer. Oh ça va, c'est cruel d'en rigoler, mais il y a prescription, c'était il y a presque 20 ans. Et surtout, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. On recommence. On a l'impression que la saison 3 de Code Lyoko a été écrite par quelqu'un qui ne connaissait la série que d'après un bref résumé écrit sur un post-it et l'a réinterprété à sa sauce. Peut-être un collégien qui faisait son stage de 3ème chez Moonscoop. Dans Code Lyoko, il y a deux épisodes en particulier qui donnent cette impression. Celui où l'attaque de Xana est un tas de nourriture géant, et celui où des agents secrets prennent le proviseur pour un terroriste à cause d'activités de Xana sur le portable de Jérémy. Et plusieurs autres dans la saison 4 qui s'éloignent particulièrement des standards habituels de la série. Mais il n'est pas rare, dans les séries animées, que tous les épisodes soient dans un style semblable les uns aux autres, sauf un épisode. Un intrus qui obéit à des règles totalement différentes sans raison apparente, qui sort de nulle part, et où on se demande, alors qu'on a réussi à faire 25, 51, voire 64 épisodes dans un style commun, pourquoi on n'a pas pu ou voulu en faire 65. L'hypothèse la plus marrante, et la moins crédible, est que cet épisode a en fait été écrit par le stagiaire de 3ème, et donc à partir du moment où nous nous sommes éveillés à la récurrence de ce phénomène, nous avons commencé à parler de l'épisode écrit par le stagiaire de 3ème. Nous avons relevé les disques qui nous ont paru les plus étranges et allons essayer de comprendre pour chacun d'eux ce qui fait qu'il est si bizarre et quel est le contresens qui a été fait dessus par le stagiaire de 3ème qui l'a écrit. Pour vous, en exclusivité dans ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici notre top 10 des épisodes écrits par le stagiaire de 3ème dans des séries pourtant très homogènes où du coup ils apparaissent comme de parfaits intrus. Épisode du stagiaire numéro 10. Les empereurs sont des tricheurs dans Conan l'aventurier. Conan l'aventurier s'inspire librement des nouvelles de Robert Howard, mais on réinvestit les détails dans un scénario général en fait assez précis. Hiramon, le roi sorcier stygien, recherche de par le monde le métal étoile qui lui permettra de libérer son maître le dieu Seth, enfermé dans les abysses depuis la nuit des temps. Dans le cadre de cette quête, il a changé en pierre une petite famille de barbares cimériens, et Conan, le seul rescapé, a pour but ultime donc d'empêcher le retour de Seth sur Terre, de vaincre Hiramon, et délivrer ses pauvres parents changés en pierre par les méchants. Pour cela, il sera aidé du Phénix Needle, mais également d'un ou deux compagnons dans chaque épisode, pris dans un petit groupe de 5. Zula, Jasmine, Snag, Lougri et Salconnard. Falconard. Salconnard. Même si certains épisodes dévient un peu de l'intrigue principale, tous ont un respect raisonnable pour ce contexte posé par le premier épisode. Tous sauf un, sur 65. Les empereurs sont des tricheurs, situé en plein milieu de la série, de la saison 2 même, est un épisode où Conan semble totalement avoir oublié sa quête de vaincre les hommes serpents et délivrer ses parents, puisqu'il y envisage de devenir roi d'une province de l'empire de Vendia. En effet, c'est là la récompense que l'empereur propose à quiconque sauvera sa fille, la princesse, prisonnière d'une secte de sorciers encapuchonnés. Conan, accompagné seulement de Needle, se porte volontaire pour la besogne. Nous en avons déjà un peu parlé dans notre vidéo sur la série. Ce sera d'ailleurs le cas dans de nombreux points de ce top 10, il s'agit presque toujours de bizarreries que nous avons déjà rapidement commentées dans la vidéo sur la série en question. Outre le fait que cet épisode est totalement hors sujet et présente un Conan légèrement out of character par rapport au reste de la série, il a plusieurs autres incongruités. C'est a priori un conte classique de princesse qui se fait sauver par un héros, mais même en l'ayant accepté, il paraît étrangement simpliste. Je dirais plutôt immature et candide. Les événements progressent de façon vraiment téléphonée. La princesse insulte Conan parce qu'il le faut pour la vérité fausse numéro 2. Conan en tombe amoureux quand même parce qu'il le faut pour le scénario. Les héros sont rapidement trahis sans transition par les villageois chez qui ils ont trouvé refuge parce qu'il le faut pour le scénario. Les réactions de Conan devant son adversaire principal, les réactions des figurants le voyant s'enfuir avec la princesse, puis le refus final de l'empereur de couronner Conan roi d'une de ses provinces, l'arrestation et l'évasion de Conan qui s'ensuit, tout ça est très rapide et brouillon par rapport au reste de la série. De plus, il y a des incohérences. À un moment, la princesse appelle Conan par son nom, mais dans la scène suivante, elle lui demande comment il s'appelle. Et il y a des scènes bizarrement placées dont il est difficile de comprendre où elles veulent en venir, comme la scène de torture de la princesse avec les hallucinations. Ça, c'est dû au fait que l'épisode est librement adapté d'une nouvelle, Le Peuple du Cercle Noir, et qu'il en reprend certains éléments qui sont beaucoup plus clairs dans l'œuvre d'origine. On a un peu dit quel était le délire dans la vidéo sur Conan.
Ce serait ça la raison pour laquelle l'épisode est ce qu'il est ? Le fait que c'est une adaptation ? Impossible que ce soit seulement ça, car comme j'ai dit, c'est pas le seul épisode adapté de nouvelles. D'autres épisodes adaptés ont tendance à être un peu étranges au regard du contexte posé par la série, mais aucun ne l'est à ce point. Sauf erreur de ma part, c'est le seul épisode où Conan est sans compagnon et où ni l'intrigue principale d'Iramon, ni aucune autre sous-intrigue de la série n'est mentionnée de près ou de loin. L'hypothèse qui me paraît la plus crédible pour expliquer cet épisode est que c'est un prototype de la série. Une version aboutie du pilote présenté au producteur, qu'on a mis au milieu de la saison 2 parce qu'on voulait 65 épisodes, et que c'était toujours une économie de ressources de réutiliser le prototype pour le mettre dans la version définitive. Dans cet épisode, on montre une grande variété de décors, de chara-design, il y a de l'action, de l'aventure, on précise que Conan est un cimérien, un barbare, on comprend ce que c'est censé impliquer sur lui, des ingrédients qui seraient logiques de trouver dans un pilote. Le fait que Conan soit un héros errant qui voyage sans but comme il l'est dans les nouvelles est également un élément qu'on s'attend à voir dans un prototype. Mais nous n'avons trouvé aucune information pouvant étayer ou infirmer cette théorie. Mis à part le côté simpliste de l'épisode, il aurait pu passer comme une lettre à la poste dans une série avec un pitch plus vague. Mais celui de Conan est trop précis pour qu'un épisode de ce genre puisse s'y insérer sans détonner. Surtout dans un ensemble aussi homogène que celui formé par les 64 autres épisodes de la série. Ce problème peut se poser même dans des séries dont le fil directeur est moins nettement défini. Épisode du stagiaire numéro 9, la dernière épreuve dans Belphégor. L'intrigue principale de Belphégor est simplissime. Les héros, Sarah, Jacques et le commissaire Ménardier, cherchent à arrêter le mystérieux super-vilain Belphégor qui sévit à Paris depuis un moment et dont personne ne connaît ni le visage, ni l'identité, ni les motivations. Belphégor, qui dans chaque épisode prépare un vol spectaculaire ou autre coup d'éclat que les héros tenteront d'empêcher, est un personnage fascinant, mystérieux et ambigu. Les indices que la série donne sur ses origines sont parfois un peu contradictoires et les buts qu'il poursuit sont très variables, mais malgré cette hétérogénéité, on apprend à le connaître un peu au fil de la série et on arrive à se faire une idée du genre de choses qu'il fait et du genre de choses qu'il ne fait pas. Malgré son esthétique ésotérique, les actes de Belphégor sont le plus souvent des blagues potaches à grande échelle, et Belphégor lui-même a un côté un peu Robin des Bois. Or, dans la dernière épreuve, qui est l'épisode 22 sur 26, Belphégor kidnappe Sarah afin de lui faire subir une série de tortures psychologiques dans le but apparent d'en faire sa compagne. Il a déjà tenté la même chose avec une autre journaliste 15 ans plus tôt, et l'a fait sombrer dans la démence. Dans une ambiance mystico-horrifique, il fait passer 3 épreuves à Sarah. D'abord, elle doit jouer une partie d'échecs contre un maître international, Dieu sait où Belphégor l'a trouvé, puis survivre à une confrontation avec un être difforme et effrayant, va savoir d'où il sort, puis affronter un hologramme d'elle-même. Entre-temps, Jacques et la police sont prévenus par la journaliste susmentionnée rendue folle par Belphégor 15 ans plus tôt, qui a une connexion télépathique aux événements en cours, que Sarah est en danger. Jacques parvient à sauver Sarah du lavage de cerveau, ce qui a pour effet non seulement de faire fuir Belphégor, mais aussi de rendre la raison à l'autre journaliste. Pris hors contexte, cet épisode n'est pas mauvais. Il contient plusieurs zones d'ombre, mais il a une esthétique intéressante et son but d'être effrayant est atteint. Le problème, c'est qu'on n'a vraiment pas l'impression d'être dans Belphégor. L'histoire qui nous est racontée est celle du Joker recrutant Harley Quinn en l'introduisant dans son univers mental distordu et incompréhensible aux gens sains d'esprit. Belphégor est beaucoup de choses, peut-être même trop de choses comme nous l'évoquons dans notre vidéo sur la série, mais il n'est pas ça. Belphégor est comme Fantomas, mystérieux et insaisissable, extrêmement compétent, mais c'est pas du tout un personnage qui cherche à faire croire qu'il a réellement une aura surnaturelle. Il y a du surnaturel dans Belphégor, et Belphégor lui-même l'utilise à l'occasion, mais comme le ferait un bandit normal très futé, pas comme s'il était lui-même un être incommensurable avec une pensée complexe et une compréhension du monde qui dépasse les simples mortels. C'est encore une fois une prétention qu'aurait le Joker, pas une prétention qu'a Belphégor quand il utilise des pigeons pour voler la tour Eiffel. Comme tu viens de le dire, la série en général contient une dose étrangement importante de magie et de surnaturel pour un dessin animé de ce genre. Mais cet épisode en contient un peu trop peu expliqué, trop peu contextualisé par rapport au reste de la série. L'homme difforme, les visions de la vieille journaliste, les tours divers et variés de Belphégor dans le repère secret où il séquestre Sarah, c'est trop différent de ce qui se passe dans les autres épisodes. Ça détonne plus que l'épisode où on découvre que la bague paralysante de Belphégor est d'origine extraterrestre. C'est dire! C'est parce que ces éléments de la dernière épreuve y sont présentés sur un mode abstrait, dans une ambiance mystique et onirique pas du tout dans le même style que le reste, qui met en scène des enquêtes et de l'action plus terre à terre, malgré la présence du surnaturel. Du coup, est-ce que ce serait comme Conan l'Aventurier ? Une sorte de pilote recyclé en épisode abouti après que les règles de la série ont été définies ? Je pense pas. L'épisode s'inscrit malgré tout dans certaines traditions de la série. La journaliste internée en hôpital psychiatrique porte un masque et danse comme la poupée que Belphégor a sur son bureau dans tous les épisodes. L'intérêt que Belphégor a pour Sarah est un élément récurrent de la série. Non, l'épisode a été fait dans la continuité du reste. Oui, mais d'un autre côté, c'est l'épisode où Ménardier taquine Jacques sur ses sentiments pour Sarah alors que... ils sont en couple, quoi, pas au stade du flirt. L'épisode lui-même le montre. Donc, on aurait réellement affaire à un stagiaire. C'est-à-dire, plus sérieusement,
à des scénaristes à qui on a expliqué le concept de la série mais qui l'ont mal compris, qui s'en sont fait une fausse représentation au moment d'écrire l'épisode. C'est vrai qu'en regardant la dernière épreuve, on se dit qu'il y a quelque chose, que Belphégor ça aurait pu être quelque chose comme ça. Mais en l'occurrence, c'est pas ça. Ce scénario est effectivement ce qui pourrait ressortir du travail de quelqu'un qui se serait fait expliquer vite fait ce que raconte la série, mais l'aurait pris par le mauvais bout et aurait fait une sorte de demi-contresens dessus. Un peu comme ont fait les scénaristes de Code Lyoko Evolution quand on leur a expliqué les 4 saisons de la série principale. Donc au final, on rejoint le point précédent. La série Belphégor a beau avoir un concept plus vague que Conan l'Aventurier, ce n'est pas pour autant un concept qui permet n'importe quoi. Quand on s'en distancie, même pour faire quelque chose d'intéressant, on crée un sentiment d'étrangeté. Un effet épisode du stagiaire. Oh, mais y a pas spécialement besoin que le concept soit contraignant pour faire un épisode discordant. Épisode du stagiaire numéro 8, façon de parler dans Rocket Power. Rocket Power a un concept beaucoup plus large que Conan l'Aventurier et Belphégor, donc permissif à une plus grande variété de scénarios. Pourtant, la série trouve moyen d'avoir un épisode en particulier qui détonne. Rocket Power met simplement en scène une bande de 4 jeunes qui vivent sur la côte sauvage en Californie et y pratiquent toutes sortes de sports de glisse. Nos héros ne sont ni spécialement moraux, ni particulièrement sympathiques, donc leurs aventures ne sont pas nécessairement morales non plus. Mais elles sont péchues et la série est drôle, ce qui est tout ce qu'on demande à une série de ce genre. Comment faire un épisode du stagiaire dans ces conditions ? C'est d'autant plus surprenant d'avoir réussi à en faire un que l'élément déclencheur de cet épisode, façon de parler, est introduit dans le reste de la série. Les héros sont assez racistes envers les touristes, qu'ils appellent des ringards et à qui ils reprochent de n'avoir aucun savoir-vivre. Nos héros ont également dans l'ensemble de la série un jargon bien à eux et surtout une poignée de main secrète. Dans l'épisode qui nous intéresse, les ringards, que la VF appelle tout à coup des showbiz le temps de cet épisode, se mettent à imiter le jargon des héros et leur poignée de main secrète. Ça les énerve au plus haut point. Alors ils décident d'inventer un jargon encore plus difficile à comprendre pour les étrangers, que non seulement les showbiz se mettent à copier aussi, mais qui en plus devient tellement pointu que les héros eux-mêmes n'arrivent plus à comprendre ce qu'ils disent. Ah, spot les showbiz et boomerang leur jargon. Tu veux que je décalque le caquet des showbiz? Non, leur propos est trop zarglab. Ah ouais, d'accord, alors je spot la synthèse et j'allume le cordeau. Du coup, Reggie, l'aîné du groupe, publie dans son fanzine un lexique du vocabulaire de la côte sauvage afin que tout le monde se comprenne. Les touristes trouvent ça cool, mais réalisent que c'est eux qui sont visés par le terme showbiz et sont vexés. D'une manière ou d'une autre, ça a l'air de résoudre la situation. Fin. C'est ça l'épisode. Bon alors déjà, cet épisode souffre d'un syndrome courant dans les séries pas à suivre qui est que le drame du jour sort un peu de nulle part malgré un contexte qui n'a a priori pas ou peu changé. Tout à coup, les showbiz se mettent sans raison à parler comme les héros, ce qu'ils ne faisaient pas avant ou que les héros ne remarquaient pas avant, et ça leur devient subitement intolérable le temps d'un épisode. Ça ok, c'est classique. Ce qu'il est moins, c'est le déroulement. Quand nous l'avons vu pour la première fois, nous avons pensé que sa bizarrerie venait de la traduction. Il est question de vocabulaire, donc ce serait logique d'imaginer qu'il y a des références purement américaines dans les dialogues qui ne passent pas en français. C'est sans doute le cas dans une certaine mesure, mais ça n'explique pas tout. Concrètement, l'épisode, c'est simplement une succession de scènes où les personnages disent des mots de plus en plus bizarres, qui sont observés et répétés par les showbiz et rebelotent. Et après, Reggie en fait un lexique. C'est tout. Certes, il y a occasionnellement une petite réflexion des héros sur la question de savoir si ce vocabulaire leur appartient réellement et si les showbiz n'ont réellement pas le droit de l'utiliser, mais comme vous avez vu avec le résumé du scénario, ça ne va un peu nulle part, et dans tous les cas, c'est pas du tout une série de haute tenue philosophique. Alors pourquoi cet épisode ? On a vraiment le sentiment que c'est le sujet lui-même qui a semblé digne d'être traité au scénariste, l'appropriation culturelle du vocabulaire des locaux par les touristes. La série décrit le quotidien de personnages dans un environnement de vie précis, les auteurs ont dû penser que cette histoire d'utilisation de leur jargon par les touristes était un élément de leur mode de vie dont il fallait parler à un moment donné. Le problème, c'est qu'ils n'ont visiblement pas trop su quoi en dire ou comment le dire. Il n'y a pas de vraie conclusion, ou plutôt il y a un ensemble de conclusions un peu contradictoires, et le phénomène lui-même n'est pas qualifié, connoté de manière à ce qu'on sache quoi en penser. Ajoutons à ça que Rocket Power traite le sujet comme la série humoristique qu'elle est, et on se retrouve avec un épisode où à la fois il se passe rien, et à la fois il se passe des choses super bizarres. Bon après, la série est très longue, 71 épisodes. C'est pas forcément étonnant que sur un si grand nombre, on en trouve un qui sorte du lot. C'est pas toujours une question de durée. Épisode du stagiaire numéro 7. L'ami ne fait pas le moine dans Cadillac et Dinosaure. Les épisodes du stagiaire ne sont pas l'apanage des séries longues qui s'épuisent sur la longueur. Cadillac et Dinosaure ne comptent que 13 épisodes et trouvent pourtant le moyen d'en avoir un qui est aberrant. Nous sommes dans un futur post-apocalyptique où l'humanité, forcée de se réfugier sous terre, n'a dû sa survie qu'au savoir-faire des mécanos, des techniciens de l'ancien monde capables d'entretenir les machines essentielles à la vie en sous-sol, jusqu'à ce que les hommes puissent de nouveau fouler la surface de la Terre pour y découvrir que les dinosaures étaient réapparus. De génération en génération,
Ces mécanos se sont transmis leur savoir ainsi qu'une doctrine, le Machinatio Vitae, une philosophie de développement durable fondée sur le respect de la nature et de l'équilibre des écosystèmes. De ce fait, ils sont devenus des sortes de chamans pour la nouvelle humanité. Notre héros, Jack Tenrek, est un mécano. Il sert d'homme à tout faire et de garde-fou contre les velléités expansionnistes de la méchante, Scharnhorst, qui veut que l'homme reprenne le contrôle sur la nature. Aussi contradictoire que ça puisse paraître avec un regard d'aujourd'hui, Jack se passionne pour l'entretien de vieilles voitures, notamment de Cadillac, d'où le titre. Dans les BD, c'est sa spécialité. La série très courte est aussi très évasive. Comment Jack est-il devenu mécano? Comment devient-on mécano exactement? On n'en sait rien. Mais certainement pas en y faisant une école de mécano dont l'examen de sortie est une traversée du désert en bagnole. C'est pourtant le scénario que nous propose l'épisode incriminé. Le rival de Jack Tenrek à l'école des mécanos, qu'il a battu à plate couture lors de l'examen de sortie au cours duquel ils ont fait la course, refait son apparition après des années d'absence. Cet événement réveille chez Jack un complexe d'infériorité qu'il n'a jamais eu auparavant dans la série et qui le rend aveugle au comportement odieux de son ancien ami. Le dit ami est bien évidemment un traître à la cause des mécanos passé du côté obscur et Jack devra l'arrêter. Les personnages de Cadillac et Dinosaure sont assez immatures, parfois contradictoires et souvent vulgaires, donc le fait qu'un autre mécano soit un gros con arrogant n'est pas forcément un problème. Le fait que dès l'apparition du personnage du jour, celui-ci soit tout à coup au centre des préoccupations de Jack Tenrek à chaque moment de la journée et depuis toujours, c'est bizarre, mais c'est une tendance courante dans les séries pas à suivre. Non, ce qui coince, c'est bien évidemment cette histoire d'école des mécanos. Ce concept, et la manière dont il est mis en scène dans l'épisode, donne clairement l'impression que le scénario a été écrit par quelqu'un qui a lu le pitch de la série en diagonale et l'a mal compris. En parlant de l'origine de ces chamans comme s'ils étaient simplement allés à un lycée spécial, fût-ce pour y suivre l'enseignement de créatures surnaturelles, on change totalement le style et l'ambiance de la série le temps d'un épisode. Alors pourquoi avoir fait ça? Ça ne peut pas être le manque d'idées. La série ne fait que 13 épisodes, et il restait des intrigues de BD à adapter si besoin. L'épisode a-t-il réellement été écrit par un stagiaire de 3ème qu'on a laissé faire pour lui faire plaisir? Le scénariste de l'épisode, Michael Reeves, n'a effectivement écrit que cet épisode-là. Mais c'est pas du tout le seul épisode à avoir été écrit par un scénariste du jour qui n'en a écrit aucun autre. Et Michael Reeves n'est pas vraiment un stagiaire de 3ème. Il a beaucoup contribué aux épisodes de Gargoyles, et entre autres choses, on lui doit Remords, qui est possiblement le meilleur épisode de Batman. On lui doit aussi le Tigre de la Nuit, qui est un peu loufoque aussi. Peut-être qu'il laisse son stagiaire écrire les épisodes à sa place de temps en temps. Une chose qui frappe avec cet épisode de Cadillac et Dinosaure, c'est que c'est un scénario extrêmement classique, le coup de l'ancien rival qu'on retrouve des années après, et qui s'avère avoir toujours été un faucheton ou l'être devenu. L'effet stagiaire de cet épisode m'a tout l'air de provenir du fait qu'ils ont cherché à plaquer de force une situation type à un contexte qui ne le permettait pas, sans réfléchir à comment le rendre compatible. En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas le seul épisode du stagiaire qui soit dans ce cas. Épisode du stagiaire numéro 6, Fifine dans Landfuss Quest. Landfuss Quest est très loin d'être une série 100% sérieuse. La dimension épique est assurée par des éléments de mise en scène tels que les travelling lors des scènes d'action ou la musique, mais les personnages sont un peu bouffons et même les méchants perdent facilement leur dignité. Néanmoins, c'est une série qui a quand même certains standards de sérieux dans le scénario et le comportement des personnages. Ces standards ne sont pas respectés dans l'épisode 23, Fifine. Pour rappel, Landfuss Quest met en scène un héros, Landfust, qui a accès à un pouvoir absolu grâce à un médaillon qu'il possède. À part lui, un seul autre personnage pourrait bénéficier de ce pouvoir absolu s'il possédait le médaillon, le grand méchant, Thanos, qui cherche donc à s'en emparer. Les personnages vivent donc des aventures trépidantes dans le monde loufoque de Troie, impliquant généralement le plan du jour de Thanos pour s'emparer du médaillon, et où les personnages, malgré leurs gros défauts, s'illustrent par une solidarité qui leur permet de triompher de l'adversité. Dans Fifine, le meilleur ami du héros, Ebus, qui est un troll, retrouve sa mouche de compagnie qu'il avait perdue de vue depuis des années, et qui était sa meilleure amie avant qu'il rencontre Landfust. Comme dans le point précédent, on est dans une situation typique de série animée. Le nouveau meilleur ami, généralement le héros de la série, est jaloux de l'ancien meilleur ami qui vient de refaire surface, va tenter de lui nuire, et donc se mettre son entourage à dos, mais sera visé au moment critique, tout le monde va devenir copain au final, et l'épisode va se terminer dans la joie et la bonne humeur. D'autant plus que l'ancien meilleur ami va promptement quitter le scénario, ce qui au fond arrange tout le monde. Il existe des variantes qui reviennent un peu au même. La jalousie en général, sous toutes ses formes, donne lieu à énormément d'épisodes types. Un premier problème paraît évident d'après cette description, auxquels viendront s'ajouter plusieurs problèmes secondaires propres à Landfuss Quest. Comme on vient de le voir, et comme dans Cadillac et Dinosaure, ce scénario type s'impose au contexte. Le héros doit être jaloux, ce qui peut coller ou non à sa personnalité, et cette jalousie doit être importante dans le scénario. Dans Landfuss Quest, notre héros n'est ni le plus intelligent, ni le plus sage, ni le plus gentil de tous les héros de dessin animé, mais la mesquinerie que le scénario exige de lui est un peu trop élevée par rapport aux autres épisodes. Cet enjeu de jalousie est, de plus, un peu faible par rapport aux autres épisodes. Il implique peu de personnages et n'implique pas du tout les méchants, qui ont l'amabilité d'intervenir sans raison à la fin pour la scène d'action et pour permettre à Landfust et Fifine de se réconcilier. À cet égard, Digimon 02 a un épisode du même genre, où juste après la défaite de l'empereur des Digimon, la menace principale dans le scénario, les personnages
s'embarque dans un drama bizarre où Davis, Daisuke en VO, tient absolument à ce que son Digimon se transforme au niveau champion parce qu'il est convaincu que ça plairait à Kari, Ikari en VO, qu'il essaye de draguer sans trop de succès. Outre que c'est un enjeu dérisoire et absurde dans la mesure où justement c'est son Digimon qui est passé en God Mode dans l'épisode précédent pour vaincre l'empereur des Digimon, ça pousse l'ensemble des personnages à réagir de façon complètement invraisemblable vis-à-vis de ça, sur un mode qui fait un peu penser à l'épisode de Code Lyoko Label de Caddy qui... Bon, je m'égare. Toujours est-il que plusieurs séries, dont celle-là, ont un épisode tout bizarre parce qu'on essaie de coller un drama un peu stéréotypé sur un contexte qui ne s'y prête pas. C'est le premier problème avec l'épisode de Fifi. Ensuite, il y a le fait que... c'est une mouche. C'est débile. Alors certes, Landfuss Quest, c'est souvent bouffon. Mais pas de cette façon. Et certes, le coup des trolls qui ont des mouches parce qu'ils sont sales, ça vient des BD. Mais ici, ça n'entre en ligne de compte que dans cet épisode. Ça change le style d'humour de la série le temps d'un épisode, notamment... Oui, c'est censé être des crottes. La CGI ne rend pas ça flagrant. Pourquoi cet épisode paraît si singulier ? À cause de la mouche. On le retient comme l'épisode de la mouche. Comme tant d'épisodes types qui se caractérisent par l'intervention d'un élément extérieur, genre un singe au pif, sa bizarrerie provient justement de ce qu'un élément extérieur impose son rythme et son style à l'épisode. Comme sous-entendu précédemment, cette initiative peut être réussie ou ratée. Ici, la mouche fifine est trop différente du reste et ça clash. C'est un épisode de fin de série. On a l'impression que les scénaristes manquaient d'idées, donc ont mis tout ce qui leur passait par la tête, y compris des idées types qui ne correspondent pas forcément au reste de l'œuvre. L'épisode suivant a des symptômes de ce manque d'idées aussi, mais pas au même degré. Entre autres choses, c'est le dosage de l'humour, la manière de l'employer qui fait la différence. Et puisqu'on parle de ça... Épisode du stagiaire numéro 5, Cosmic Collisions dans Samurai Champloo. Bon là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un épisode type. C'est pas si rare d'avoir un épisode avec des zombies. C'est plus rare dans une série sur le Japon féodal, fut-elle anachronique et rythmée par du hip-hop en bande-son. Ce qui est plus rare également, c'est que les personnages meurent écrasés par une météorite à la fin de l'épisode. Alors que c'est pas le dernier épisode. Samurai Champloo est très loin d'être une série 100% sérieuse. On la doit au même réalisateur que Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe. Son pitch est simple. La jeune fou recherche son père, un samouraï qui, d'après elle, aurait une odeur de tournesol. Pour le retrouver, elle est prête à ratisser le Japon au peigne fin, accompagnée de ses gardes du corps, les invincibles Mugen et Jin, qui n'ont aucun autre but dans l'existence que de trouver une mort glorieuse au combat. Ce scénario est un prétexte, j'insiste, un prétexte, à des aventures diverses et variées, parfois très loufoques, mais qui restent quand même dans un certain style, et s'efforcent de respecter le fait que les personnages progressent vers un objectif bien déterminé. Sauf dans l'épisode 22, Cosmic Collisions. Alors qu'il marche dans la forêt et que la narration nous a averti qu'une météorite allait s'écraser sur la Terre, Mugen et Jin tombent sur des champignons que Fu juge comestibles. Après s'en être gavé, ils tombent dans un trou et se retrouvent dans une carrière où des zombies recherchent, sous les ordres d'un noblio tout aussi mort qu'eux, un trésor perdu. Enrôlés de force dans les fouilles, nos héros découvrent d'une part que leurs compagnons d'infortune sont bel et bien des zombies, qu'ils creusent en réalité depuis 500 ans, et d'autre part que l'aristocrate fait erreur sur sa propre généalogie et n'est peut-être qu'un roturier. Ensuite, la météorite s'écrase sur la Terre, anéantissant nos héros ainsi que les zombies. Le nuage de poussière qui s'élève dans les airs suite à la collision a la forme d'un champignon. Fin. Désamorçons tout de suite l'hypothèse la plus évidente. Non, tout ça n'est vraisemblablement pas une hallucination liée aux champignons. Certes, on finit par découvrir que ce mangé par Mugen et Jin n'était pas de la variété que Fu croyait, mais Fu elle-même n'en a pas mangé, le narrateur nous parle de la météorite avant que Mugen et Jin consomment les champignons, et on voit occasionnellement, y compris à la fin, l'action du point de vue de personnages n'ayant rien à voir avec les héros. L'épisode est facile à comprendre. Ce qui n'est pas facile à comprendre, c'est... pourquoi il existe ? Pourquoi l'équipe d'écriture a voulu, sur 26 épisodes, en faire un qui n'a clairement pas sa place dans la continuité ? Pourquoi c'était si indispensable de faire ça, au lieu de simplement faire un autre épisode comique normal comme la série a excellé à en faire jusque-là ? C'est d'autant plus étrange que l'intrigue principale est rappelée au début. On parle de la quête de Fu de retrouver le samouraï qui sent le tournesol. Et en plus, à côté de ça, c'est l'un des rares épisodes qui donne des références temporelles précises pour situer l'époque à laquelle se déroule la série. D'autres séries font des épisodes hors continuité. Ben 10 propose des what if par exemple. Mais Ben 10 le précise en début d'épisode. Là, on est pris par surprise et on n'a aucune confirmation d'aucune sorte. Hé, les morphales! Non. J'ai lu notre horoscope ce matin et vous savez ce qu'il disait? Qu'il fallait se méfier des champignons, qu'il y avait danger de ce côté-là. On m'a dit que cette pratique n'était pas si rare. Il paraît que la série Atlanta, une série live, serait coutumière du fait. Mais personnellement, je n'ai pas souvenance d'avoir été confrontée à un cas de ce genre autre que ceux dont on va parler dans cette vidéo. C'est pas si rare que les films adaptés d'animés japonais soient volontairement hors continuité, en mettant en scène des événements incompatibles avec l'intrigue principale ou des combinaisons de personnages impossibles, sans forcément être explicite sur le fait qu'ils sont hors canon. Est-ce que cet épisode s'inscrirait dans cette tradition ? Ils se sont dit que c'était pas si grave de mettre un épisode hors série au milieu du reste sans prévenir le spectateur ? Au final, dans cet épisode, malgré les zombies et la météorite, le détail qu'on retient le plus, ce sont les champignons.
On se rappelle de l'épisode comme étant l'épisode des champignons. Le nuage en champignons à la fin est clairement une allusion à Hiroshima et Nagasaki, mais au-delà de ça, les champignons semblent être un thème cher au réalisateur, puisqu'il y a aussi un épisode des champignons dans Cowboy Bebop. Certes très loufoque, mais bien moins bizarre que celui de Samouraï Champloo. Bon, je crois qu'on pense tous à la même chose quand on parle de champignons et d'épisodes bizarres dans la même phrase. C'est peut-être une manière pour l'équipe de nous dire qu'ils ont écrit l'épisode sous influence et qu'ils en sont fiers. Après tout, c'est une série comique, tout est permis. Mais nous verrons que fumer la moquette le temps d'un épisode n'a pas nécessairement un but humoristique. Épisode du stagiaire numéro 4, la voix de son maître dans Digimon 02. Digimon 02 n'est pas vraiment une série comique, et surtout c'est une série à suivre. Elle fait suite à Digimon Adventure, mais au moment où a lieu l'épisode 13, la voix de son maître, le scénario est encore relativement simple. Un jeune adolescent a subitement fait son apparition dans le Digimonde, et, se proclamant empereur des Digimon, a employé son génial intellect à concevoir et construire de gigantesques obélisques, servant non seulement de relais à un système de contrôle mental par le biais duquel il se fait obéir des Digimon, mais aussi de bloqueurs de digivolution, si bien que de nouveaux héros ont dû être choisis pour combattre, en exploitant une forme de digivolution inaccessible aux anciens héros mais non affectés par ces tours de contrôle, les Digimon aux ordres de l'empereur, pour détruire les fameuses tours noires, puis le moment venu, vaincre l'empereur lui-même. Nos nouveaux héros forment une équipe de 5, dont 2 membres, Kari et Tekka, Ikari et Takeru en VO, sont les anciens cadets de l'équipe de Digimon Adventure. Dans chaque épisode du début, les nouveaux héros, souvent aidés de l'un des anciens, débarquent dans un coin du Digimonde contrôlé par l'empereur des Digimon et vont y détruire la tour noire. C'est des aventures qui se situent dans le registre de l'action, de l'épopée, avec une touche d'humour présente en VO, mais amplifiée par la VF. Or, la voix de son maître, l'épisode 13, c'est pas que c'est pas ça, c'est que c'est une version déformée de ça. Dedans, Kari est happé dans une autre dimension qui n'est pas le Digimonde par des êtres qui sont ou ne sont pas des Digimon, aux ordres d'un maître qu'on ne voit qu'à la fin en silhouette mais qui est visiblement le Digimon d'Agumon. Les êtres sont manifestement contrôlés par l'empereur des Digimon. Leur maître semble l'être également. Avec l'aide de Tekka, Kari libère ses créatures du contrôle mental, mais celles-ci se retournent contre elle et veulent la faire prisonnière pour la porter, donc à leur fameux maître du fond des océans comme ils l'appellent. Kari parvient néanmoins à fuir cet océan ténébreux. C'est tout. Ce n'est jamais poursuivi. Dagomon n'est jamais rencontré dans la série et son délire n'est jamais expliqué. Dans toute la franchise Digimon, il ne fait l'objet que d'une brève référence visuelle dans Digimon Ghost Game, la dernière série en date, mais c'est à peu près tout. Cet océan des ténèbres, en revanche, est non seulement réévoqué en tant que dimension corruptrice qui éveille les héros à l'idée qu'ils vivent dans un multivers, ce qui sera le point de départ du système de reboot des autres séries, mais sera aussi utilisé pour la backstory de l'empereur des Digimon, et pour une scène d'action mémorable vers la fin. Donc on peut même pas se dire que cet épisode hors sujet est hors série comme le sont celui de Conan l'Aventurier et celui de Samouraï Champloo. Le concept de faire un épisode exercice de style qui se démarque du reste de la série n'est pas inédit dans Digimon. L'épisode 21 de Digimon Adventure a aussi une animation et une ambiance très atypique par rapport au reste. Mais en termes d'intrigue, il reste totalement dans les clous. Là, en sus de son ambiance un peu horrifique, pas du tout typique du reste de la série, on part dans un scénario totalement non sequitur sur lequel la suite ne rebondit même pas. Ce n'est pas inédit non plus dans la franchise Digimon d'être hors sujet. Les films, notamment, mettent parfois un point d'honneur à être aussi artistique qu'incompréhensible. Et je rappelle que Digimon 02, malgré son ambiance très intéressante, a de sérieux problèmes de continuité de toute manière. Ouais, mais là on a affaire à quelqu'un qui a juste voulu mettre du Lovecraft dans Digimon sans se demander si ça allait coller en termes d'ambiance et d'univers, et sans même se renseigner assez pour savoir qu'il met en scène des trucs douteux ou qui ne peuvent pas avoir lieu à ce stade de l'intrigue. L'auteur de cet épisode, qui n'a écrit que celui-là, a clairement fait office de guest star qui a eu carte blanche pour faire joujou avec Digimon 02 le temps d'un épisode. Je ne lui ferai pas la politesse de dire son nom ni d'exposer son CV, vous pouvez toujours regarder sur Wikipédia, parce que je voudrais profiter de cet exemple assez bénin pour une considération un peu générale. Car je précise, c'est un exemple assez bénin, ça ne ruine pas la série. Mais ça pose la question de l'art. Faire une série, une franchise, ça impose de la coordination, de la discipline. Si vous vous servez d'une licence comme Destrad pour faire connaître vos talents individuels, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi avec sous prétexte que vous vous prenez pour un artiste. Si vous êtes aussi doué que vous le croyez, alors vous ne devriez avoir aucun mal à le mettre en valeur par vos propres moyens. Si votre intention est de n'en faire qu'à votre tête, alors la franchise s'en portera mieux sans vous. Car même si votre idée est aussi brillantissime que vous l'imaginez, elle n'a pas la valeur inestimable d'un édifice collectif qui tient la route. Qui ira regarder l'épisode 13 de Digimon 02 comme ça tout seul? Il est vendu en DVD séparé? Bah non, je crois pas. Il y a une expression qui circule parmi les critiques ciné et dont j'ai horreur, celle de Yes Man, qui désigne un réalisateur aux ordres de la production dépourvu de la moindre ambition artistique. Comme si c'était un défaut d'avoir l'abnégation de respecter un cahier des charges. Mais heureusement par exemple que les 20 premiers films du MCU se ressemblent tous plus ou moins. C'est ce qui fait qu'on a l'impression de suivre une seule grande histoire. Je sais pas pourquoi vous préféreriez voir ça se désagréger dans des visions artistiques concurrentes, mais à mon avis vous sous-estimez la puissance du collectif. Enfin bref, la voix de son maître. C'est vraiment pas que l'épisode soit mauvais, au contraire il a une ambiance intéressante, mais ce qu'on retient en premier lieu, c'est qu'il ne mène nulle part et que ça en fait l'épisode du stagiaire de Digimon 02. Le melon c'est bien en art, mais c'est inadmissible d'y donner libre cours quand on participe à un seul et unique épisode d'une série à suivre. Remarque, il est tout à fait possible de produire l'effet que fait cet épisode, même dans une série pas à suivre.
Épisode du stagiaire numéro 3, une mère très supérieure dans Les Ailes du Dragon. Oula, il va être compliqué celui-là. Les Ailes du Dragon est une série de style typiquement BD franco-belge racontant les aventures de l'aviateur Yves Sinclair dans la Chine de l'entre-deux-guerres. Les diverses missions qu'il mène à bien dans les épisodes permettent aux spectateurs de découvrir ce contexte historique et géographique peu connu du grand public, éveillant sa curiosité à la vie des personnages historiques rencontrés par les héros et aux événements qui se sont déroulés au sein de l'Empire du Milieu entre 1918 et 1937. Oui, la série s'étale sur une très grande période de temps. Voir notre vidéo dessus pour les détails. Yves Sinclair lui-même est un personnage typique de BD franco-belge. Comme Tintin, il n'a pas de passé avant la Première Guerre mondiale, pas de famille et pas énormément de signes distinctifs. Quant à la série en elle-même, elle met en scène des aventures parfois riches en rebondissements, mais plutôt terre à terre, façon Tintin là encore. Dans l'épisode 20, une mère très supérieure, Yves Sinclair est envoyé au Tibet pour une mission diplomatique. À partir de là, toute hypothèse sur ce qui se passe est la bienvenue, mais je vais dire ce que j'ai compris. Contraint de se poser en raison des conditions météo et attaqué par ses ennemis qui veulent l'empêcher de remplir sa mission, Yves trouve refuge dans une crevasse et perd connaissance. Son appareil est trouvé par la fondatrice d'un couvent de femmes bouddhistes qui n'est autre que sa mère disparue. Div, pas du couvent. Reconnaissant le nom de son fils, elle utilise alors ses pouvoirs magiques pour faire léviter le deuxième avion de la compagnie de fret pour laquelle Yves travaille afin que l'appareil remplisse la mission qui avait été confiée à Yves, pilotée par une projection astrale d'Yves créée par sa mère. Vous me suivez ? Ensuite, le vrai Yves est retrouvé par des Tibétains et soigné au monastère. Là, à son réveil, on lui apprend que sa mère, dont il a senti la présence par télépathie au cours du récit, est en réalité morte depuis 1 an, et que c'est donc son fantôme qui a accompli les actes magiques mis en scène dans l'épisode. Mais bon, on sait que ce genre de pouvoir n'est pas réservé aux morts. Le Panchen Lama a donné des hallucinations psychédéliques aux méchants alors qu'il est bien vivant, lui. Le Panchen Lama, pas le méchant. Enfin, le méchant aussi. Bref, la mission est remplie et tout le monde est vivant. Enfin, sauf la mère d'Yves Sinclair, donc. Bref, Yves se réveille au monastère et apprend la mort de sa mère. Fin de l'épisode. L'épisode contient des séquences psychédéliques comme tu l'évoquais, mais surtout des séquences qui ont l'air d'être dans le désordre, dont le lien entre elles est un peu incertain. Ce flou artistique est vraiment inhabituel pour la série. Autant dire que la forme n'aide pas à mieux appréhender le fond. Quoi qu'il en soit, plusieurs choses choquent. L'idée de parler tout à coup de la mère d'Yves Sinclair, qui n'a jamais été un sujet auparavant, d'autant plus que le fait qu'il se retrouve en Chine au début de la série n'avait aucun lien avec de quelconques considérations familiales, est tout bonnement incompréhensible. Et la soudaine irruption d'un surnaturel totalement déchaîné dans une série qui jusqu'à présent n'en contenait pas, prend le spectateur de court. Qui a eu cette idée et pourquoi ? Bon, déjà, je pense pas qu'il y ait eu de volonté délibérée de faire un épisode What the fuck, contrairement à l'exemple de Digimon. À mon avis, c'est les circonstances qui ont produit ce résultat. Le Tibet n'est visité que dans cet épisode. Or, le bouddhisme tibétain suscite pas mal de fantasmes. L'idée de ces moines qui auraient atteint un état d'élévation spirituelle tel que ça leur donnerait des super pouvoirs est un cliché assez évident quand on pense à eux. Si la série avait été raisonnable, elle aurait résisté à la tentation de mettre en scène ce cliché. Mais on dirait qu'elle a au contraire considéré qu'on ne pouvait pas parler du Tibet sans prêter à son clergé une aura surnaturelle. Autrement dit, tout difficile à comprendre que soit ce choix, on peut au moins se faire une idée intuitive de l'imaginaire auquel il renvoie. C'est pas toujours le cas. Épisode du stagiaire numéro 2. Le soleil et les grenouilles dans les fables géométriques. Les fables de La Fontaine ne sont pas toujours très claires. Certaines ont une clé de lecture qui s'est perdue avec l'évolution de la société, d'autres sont plus universalisables. Les fables géométriques, c'est-à-dire une expérience atypique d'animation en 3D avec de la musique psychédélique et une réinterprétation en argot par Pierre Perret des fables de La Fontaine, en a adapté 49. Sur les 243 qui existent, on pourrait croire qu'ils en auraient sélectionné 49 parmi les plus compréhensibles, non ? Bah non, ils ont adapté le soleil et les grenouilles. C'est des grenouilles sur une île qui ont chaud. L'une d'elles insulte le soleil et se prend une noix de coco sur la tête, mais fondamentalement elle meurt de la chaleur. Quoi ? Dans la fable de La Fontaine, il est fait précisément référence à une fable d'Ésope qui dit qu'il ne faut pas se réjouir des noces des tyrans, car si le soleil prend femme, il aura des enfants, et qu'alors il y aura plusieurs soleils et la nature se desséchera. Quoi ? Bon, il faut pas se réjouir trop vite d'un événement réjouissant à première vue, car il peut avoir des conséquences dramatiques. Notamment si c'est des souverains qui s'associent, leur puissance oppressive s'en trouvera démultipliée. Je suppose. C'est abscon. Pourquoi ils ont gardé cette fable ? On a vu que Pierre Perret réinterprète souvent les morales des fables à sa sauce. Peut-être qu'il a quelque chose de très intelligent à dire sur celle-là, malgré son texte d'origine et son message un peu obscur. Moralité, quand tu te baignes à la mer, si le sable te dégoûte, personne t'empêche d'aller plonger sur l'autoroute. Je répète, pourquoi ils ont gardé cette fable ? On pourrait penser que cette fable est peu exigeante en termes de décor et de personnages. Les grenouilles toutes simples, l'île, le soleil, et c'est tout. Mais non ! Il faut intervenir une glacière, un ventilateur, des lunettes de soleil, un seau, un râteau, des raquettes de tennis de plage, des tapis de plage. Le choix des fables adaptées était parfois un peu étrange, mais ce choix-là en particulier est tout bonnement incompréhensible. Nous avons déjà dit que la fable d'origine avait déjà été écrite par le stagiaire de 3e d'Ésope, avant d'être reprise par le stagiaire de 3e de La Fontaine, puis par celui de Pierre Perret. Peut-être que la moralité à en tirer, c'est qu'il y a une solidarité des stagiaires de 3e de génération en génération ? Et ça, c'est merveilleux. Bon, blague à part, c'est même pas le pire exemple.
Épisode du stagiaire numéro 1, les jours de fête dans Daria. Daria est une série satirique pour ados et jeunes adultes, avec une composante sitcom qui occupe une place de plus en plus proéminente au fil des saisons. Bien que la série soit un spin-off de Beavis et Butthead, et même si elle force énormément le trait sur les travers de la société américaine de son époque qu'elle parodie au moyen de personnages loufoques et hauts en couleur, ce n'est pas South Park. Pas de son d'anal extraterrestre, ni homme crabe, ni rien de tout ça. Les héroïnes, Jeanne et Daria, vivent dans un environnement plutôt ordinaire et réaliste. Or, dans un épisode, des personnifications anthropomorphiques de Noël, Halloween et le jour de Guy Fawkes font irruption dans la ville où a lieu l'action, s'étant enfui de l'île des jours de fête pour fonder un groupe de rock et faire un bœuf avec Trent, le frère de Jeanne dont l'héroïne Daria est amoureuse à ce stade de la série. D'autres personnifications anthropomorphiques de jours de fête, celles de la Saint-Patrick et de la Saint-Valentin, approchent Daria pour lui demander de les aider à retrouver leurs compatriotes pour les convaincre de rentrer dans leur lycée pour jour de fête dans leur monde parallèle derrière le restaurant chinois du coin. Mais pourquoi ? Personne ne semble savoir car nous n'avons pas trouvé d'informations tangibles sur la raison de la création de cet épisode totalement atypique. Et je précise, on ne découvre pas à la fin que c'était un rêve, une hallucination ou un what if. Comme pour l'épisode de Samouraï Champloo, rien dans l'intrigue ne vient apporter d'explication rationnelle à ce qui se passe d'extravagant par rapport au reste de la série. Il serait faux de dire que l'épisode des jours de fête est le seul épisode extravagant de Daria, car il y a aussi celui de la comédie musicale. Mais c'est sans commune mesure. La comédie musicale, on peut comprendre l'exercice de style, des séries live le font occasionnellement. En outre, l'épisode de la comédie musicale, on est plus ou moins alerté par le fait que le générique est un peu particulier. Mais les jours de fête, c'est tout bonnement incompréhensible. Soit le stagiaire était sous l'influence de psychotropes, soit... non, le stagiaire était clairement sous l'influence de psychotropes. Bon, il faut apporter une précision majeure. En soi, l'épisode est très bien. Il est aussi drôle que les autres, ses dialogues sarcastiques font mouche, et le comportement des personnages qu'on connaît est fidèle à ce à quoi le reste de la série nous a habitués. C'est exactement comme au lycée. Tu sais quoi? J'ai l'impression qu'on va dire cette phrase-là toute notre vie. Ça ressemble seulement au lycée. Et en réalité, c'est bien pire. Voilà ce qu'on va dire toute notre vie. Il y a juste un tout petit détail de rien du tout qui colle pas, un tout petit truc 3 fois rien. Il y a des putains de personnifications anthropomorphiques des jours de fête. Du coup, pourquoi ? Peut-être que cet épisode et celui de la comédie musicale sont une inspiration un peu maladroite de ces épisodes hors série des Simpsons où on fait intervenir des éléments franchement surnaturels comparés à ce que la série montre habituellement. Je pense bien sûr aux spéciaux d'Halloween. Ou alors ils avaient très envie de faire des blagues sur le fait que les Américains ne connaissent pas le jour de Guy Fawkes et ils ont pas trouvé de meilleur prétexte. Le jeu La Panthère Rose Passeport pour le danger trouve un meilleur prétexte. Bah je sais pas, je propose. Ou peut-être que c'est plus général que ça. Le point de départ de cet épisode, c'est l'approche de Noël. Peut-être que Les Jours de Fête est une parodie de ces innombrables séries où on fait intervenir le Père Noël le temps de l'épisode de Noël pour délivrer un message sur l'esprit des fêtes de fin d'année, sans trop se poser la question de si c'est crédible étant donné les codes de la série, en se disant qu'on s'en fout, c'est Noël, c'est exceptionnel, tout est permis. Peut-être que cet épisode est la version Daria de ce concept, déformé et abordé de manière plus cynique, étendu aux fêtes en général pour offrir une réflexion sur ce que les fêtes apportent ou n'apportent pas aux gens. Waouh, maintenant on sait pourquoi les gens veulent que les jours de fête n'arrivent qu'une fois par an. Tu l'as dit. Et pourquoi il ne faut pas qu'ils soient trop rapprochés. C'est qu'une hypothèse. En attendant, cet épisode restera dans les mémoires comme une des expériences de visionnage les plus déstabilisantes qu'on ait vécues, et c'est sûrement lui qui nous a fait pour la première fois prendre conscience que les épisodes du stagiaire, c'était un truc. Voilà, c'était notre top 10 des épisodes écrits par le stagiaire de 3ème dans des séries pourtant très homogènes, où du coup ils apparaissent comme de parfaits intrus. Dans de nombreuses autres séries, il y a 1 ou 2 épisodes de ce genre qui interpellent, soit parce que leur style est différent, parfois même volontairement, soit parce que graphiquement il y a quelque chose d'un peu anormal qui donne l'impression qu'on a recyclé un pilote sans l'ajuster au standard du produit fini. On peut aussi avoir des cas où le scénariste a poussé le délire légèrement plus loin que d'habitude, à un point où on a le sentiment de ne pas être tout à fait dans la même série. Il peut arriver aussi qu'on change radicalement le concept le temps d'un épisode sans prévenir le spectateur, et si certaines séries savent le faire sans que ça choque, dans d'autres ça semble plus incongru. En soi, ce n'est pas nécessairement un défaut d'avoir ce genre d'épisode du stagiaire. Certaines séries ont su en faire un art. Scooby-Doo Mystère Associé en a pas moins de 3 différents. Et sur les 3, 2 ont été volontairement conçus pour bien s'intégrer à la série malgré le fait d'être totalement atypiques. L'existence de ces épisodes est simplement une récurrence amusante des séries d'animation. Elle retient l'attention parce qu'elle concerne toujours une petite minorité d'épisodes. Jamais, par exemple, un épisode sur 3 ou sur 5 qui serait d'un genre radicalement différent de la majorité des autres. Parce que dans ce cas, ça donnerait juste une série incohérente. Que ce soit parce que l'idée de scénario a clashé avec le contexte posé par la série, parce que quelqu'un a fait ou commandé un caprice artistique, ou pour... d'autres raisons inexplicables, ça fait toujours non pas une impression d'hétérogénéité, mais l'impression que la série a bugué et a donné libre cours à quelque chose qui n'avait rien à faire là. Les séries animées sont généralement des travaux de groupe. La cohérence des idées produites par un groupe n'est jamais la même que celle d'une personne seule.
C'est une richesse car ça peut faire émerger de bonnes idées que personne n'aurait eu individuellement et qui font tout l'intérêt de beaucoup de séries longues et riches, mais c'est un défi pour les directeurs d'écriture qui doivent tout de même garantir que l'œuvre tienne la route. Je dirais que la fiction pour la jeunesse, toute classique et codifiée qu'elle puisse être, fait peut-être l'objet de moins de préjugés sur quelles idées vont plaire ou ne pas plaire au public cible, et est donc propice à un certain fourmillement d'idées, ce qui la rend particulièrement vulnérable à ce syndrome de l'épisode du stagiaire où quelqu'un est un peu trop parti en roue libre au mauvais moment. Qu'importe, bon ou mauvais, ces épisodes incongrus sont toujours mémorables. Ils contribuent à ce que les séries soient toutes différentes les unes des autres, et à ce qu'il y ait une infinité de dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. Je sens que ça va être génial. J'arrive pas à le croire. Salut Bob l'éponge. Oh, c'est tellement excitant. Ça commence. Tais-toi! Quoi, c'est ça? C'est ça le fameux épisode?